Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, le décryptage quotidien de l'actualité entre 19h et 21h. Ils pourront enfin retrouver leur lit ce soir et y trouver véritablement le sommeil, comme ce n'était plus le cas depuis le 14 décembre 2019. 26 nuits passées à la Belle Étoile, au pied de l'immeuble ministériel abritant le ministère de l'Enseignement supérieur. Eux, ce sont le docteur Patrick Ndjampa, docteur Brigitte Lekané et 224 autres docteurs, 222 docteurs PhD recalés lors du recrutement spécial de 2000 enseignants d'université d'État. Frustrés de n'avoir pas vu leur nom parmi les 1237 retenus pour cette première phase. Les docteurs PhD recalés ont vu le ciel s'éclaircir après la rencontre ce jour avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Le professeur Jacques Famendongo est descendu enfin ce matin pour écouter les docteurs PhD recalés et promettre le recrutement des meilleurs dans leurs différents départements académiques. Les docteurs PhD recalés ont quant à eux fait la promesse de décamper. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Des docteurs PhD devant le ministère de l'Enseignement supérieur, descente du ministre et fin. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Guy Hervé Fongan. Bonsoir Guy Hervé. Bonsoir Serge Allais, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission qui sort des sentiers battus. Vous comprendrez que j'ai du mal à résister à la tentation de commencer cette émission sans rendre un dernier hommage à celui que je considère comme un des meilleurs réalisateurs de ce pays. Alain Fongué, qui ce week-end entame son dernier voyage. C'est une grosse perte pour le paysage audiovisuel camerounais, parce qu'à ses côtés, j'ai appris pendant 5 ans à produire on a ensemble produit les meilleurs reportages de ce pays, à la fois pour le magazine Carrière et Stratégie et bien d'autres magazines. Il a été arraché brutalement à la vie et ce week-end, il entame son dernier voyage du côté de Banjul. Je souhaitais pendant ce moment lui rendre un dernier hommage parce qu'il était de ce qui se faisait de mieux en termes de réalisation dans le paysage audiovisuel camerounais. Voilà, Alain Fongué qui était avec nous au CS Bilingue de Bafoussam. Nous avons partagé le même banc, en 4e et en 3e au CS Bilingue de Bafoussam. Bonsoir Serge Gauthier-Onanina, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos téléspectateurs. Je voudrais m'acquitter d'un noble devoir, celui de vous adresser mes meilleurs vœux. Nous ne nous sommes pas vus jusqu'ici, de les adresser également à vos téléspectateurs, mais surtout à nos militants et candidats du PUS qui sont en ce moment si engagés dans la pré-campagne pour les élections locales, municipales et législatives de 2020. Voilà. J'espère Nji Akumanga, you're welcome, sir. Thank you, Serge. It's my pleasure and good evening to all. It's my pleasure being here again, and I'm sending good regards to all the militants of MRC watching this program now. And yesterday we were in Bonaberi because we lost one of our members, and the solidarity was very, very impressed. And I just ask you guys to hold it tight with the 100% boycott for the Twins election 2020 February. Thank you. Ok. Professeur Jacques Evouna, bonsoir. Bonsoir Serge. Bon retour. Hein. Je vous remercie de me faire à nouveau l'honneur de m'inviter. Bonsoir aux milliers de téléspectateurs d'Equinox ce soir. Je leur adresse par la même occasion mes vœux pour le nouvel an. Voilà, professeur Jacques Evouna, vous êtes enseignant de grammaire française et linguistique à l'université de Douala. C'est bien cela. On parle de l'université. Professeur, dites-moi, on peut considérer ce qui s'est passé aujourd'hui comme une espèce de happy end?
On peut effectivement le dire ainsi, quoique on puisse aussi regretter que les choses se soient passées telles qu'on les a vues. Oui. Parce que on peut se dire pour son propre pays et pour soi-même, pour l'avenir, que on a intérêt à ce que des procédures soient connues de tout le monde et que chacun ne joue que son rôle dans l'administration qui nous dirige. Parce qu'en matière de... Cette histoire de recrutement a quand même révélé un certain nombre de faits qui peuvent étonner le Camerounais simple, qui peuvent choquer d'autres personnes. Toujours est-il que on peut se réjouir aujourd'hui que cette histoire connaisse une fin heureuse. Ok, voilà, Guy Hervé Fongan, le professeur Gouna disait tantôt qu'on pouvait éviter tout ça, mais écoutez, le ministre d'État Jacques Famin-Dogo aujourd'hui, il a rangé beaucoup dans le dysfonctionnement mis dans le cadre de l'erreur humaine. Ça, c'est ce qui est décrié depuis la publication de ces listes. Pour avoir attendu autant de temps. Non, c'est pas parce qu'on est affaire à une bureaucratie lourde et tatillante dans notre pays qui est habituée à fonctionner sous pression et qui ne fonctionne sous le diktat de l'urgence et de la précipitation. Parce que voyez-vous, on a failli assister à une série de suicides collectifs à ciel ouvert et ce n'est pas une image réjouissante pour le Cameroun qui a été ainsi, j'allais dire, une fois de plus, a été la risée du monde entier. C'était pas beau de voir des pères et des mères de famille, docteurs de leur état, couchés en plein air, réclamant légitimement d'être recrutés auprès de la fonction publique, pas de leur fait, mais simplement parce que les recrutements dans l'enseignement supérieur se font à tête chercheuse et des gens, puisque c'est le cas d'espèces qui ont atteint la limite d'âge, c'est pas de leur faute, parce que le process d'acheminement des enseignants qui doivent être recrutés ne suit pas toujours le cursus normal et il y a parfois des pesanteurs et des logiques qui n'obéissent à aucune rationalité et ça peut amener à ce qu'on a observé il y a quelques jours, heureusement, des personnes comme le docteur Brigitte Lekané est finalement sortie, elle qui était une des têtes de proue de ce mouvement-là. On peut s'inquiéter de ce que les gens qui sont docteurs depuis près de 10 ans ne sont pas recrutés et que les gens qui ont à peine, vous avez dans les 1200 qui ont été recrutés dans ce recrutement spécial justement, qui ont à peine de master, vous en avez qui viennent qui ont soutenu la thèse de doctorat il y a à peine 1 an. Vous avez dans ce lot également des gens qui sont docteurs depuis 10 ans. On ne peut pas de manière rationnelle expliquer et qui enseignent de manière régulière à l'université et qui ne sont pas recrutés. Je pense que c'est assez révoltant. Pour moi, ça n'obéit à aucune logique. Sinon, on ne peut pas de manière objective comprendre les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus. C'est totalement irrationnel. Et à côté de ça, il faut noter que l'université, quoi qu'on dise, aujourd'hui, qu'on tend de plus en plus dans la professionnalisation des enseignants avec le système LMD, un des meilleurs baromètres d'appréciation de l'apport de l'enseignant, c'est l'étudiant qui aujourd'hui est capable d'apprécier, oui ou non, si les savoirs pratiques sont transmis par l'enseignant sont de bonne qualité ou pas. Or, si vous avez dans ce panel les enseignants qui sont appréciés de manière ouverte par leurs étudiants, par leurs enseignants qui dispensent d'enseignement pour certains depuis près de 10 ans et qui au finish ne sont pas retenus, eh bien ça crée deux types de frustration, à la fois pour l'enseignant et pour l'étudiant qui parfois estime que c'est cet enseignant qui a le profil et qui transmet bien les savoirs pratiques dont il a besoin pour être qu'est-ce qu'on fait des critères compétitif de l'enseignement. Oui, non, parmi ces, oui, non, je suis d'accord pour les critères. Oui. D'accord pour les critères. Sauf que on parle de recrutement spécial. Oui. Parlant de recrutement spécial, eh bien, il était de bon ton
que dans ce recrutement spécial, que les gens ne soient pas pénalisés ou alors sanctionnés pour une cause qui ne dépend pas forcément d'eux. Ceux qui ont atteint la limite d'âge, ce n'est pas faute d'avoir postulé. C'est simplement parce qu'il y a une rareté du recrutement au sein des départements, parce que chaque département émet ses besoins. Chaque faculté émet ses besoins en enseignement supérieur. Sauf qu'il y a ce que j'ai appelé une bureaucratie de l'État. Vous avez des gens qui, j'ai plein de promotionnaires comme ça, qui depuis près de 10 ans sont à terre, qui n'ont jamais été intégrés dans l'université. Or, il y a un besoin réel. Le besoin part du département pour le décanat et pour le rectorat, ensuite pour le ministère de l'enseignement supérieur. Sauf qu'il y a tellement de pesanteurs qui font que finalement, ça traîne. Les gens peuvent être chargés de TD 5, 10 ans. Et au finish, le jour où on lance le recrutement, ils ont atteint la limite d'âge. Mais ce n'est pas de leur faute à eux. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le profit de l'emploi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas je vais dire le profil, les requis. Vous parlez du critère. Je pense qu'un des critères fondamentaux, c'était d'être détenteur quand même d'une thèse de doctorat PhD. Alors, si on est détenteur d'une thèse de doctorat PhD et que depuis plusieurs années, on dispense des enseignements à l'université et que les recrutements se font à tête chercheuse. Mais si le jour où la limite d'âge arrive et qu'on atteint cette limite d'âge, ce n'est pas de notre faute. Eh bien, dans un recrutement spécial, on devrait pouvoir en tenir compte et ne pas davantage, j'allais dire, contribuer à envenimer la situation et engendrer ce type de frustration, j'allais dire, collective. Serge Gauthier Onanina, les 1237 sont connus, la liste est connue le 13 décembre. Le 14, ils sont 224 à s'inscrire, qui décident, parce qu'ils n'ont pas vu leur nom, ils sont 224. Mais 150 décident de camper là, de faire le sitting, le ministère de l'Enseignement supérieur. 150. Est-ce que par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, ils étaient devenus encombrants pour le ministre Jacques Famendongo? Visiblement. Ah, visiblement. Visiblement, parce que finalement... 150 personnes qui sont là... Tous les finalement, ça devenait gênant, agaçant, embarrassant. Oui. Évidemment, il fallait bien que, à la fois pour l'université, ça ne donnait pas bien à voir, et également pour l'image de la République. Mais pour moi, cette situation est le révélateur, Serge Alain, d'une gouvernance universitaire à la fois fébrile, tatillonne, mais surtout à l'épreuve de la fraude et de la transparence. Parce que si on est là, c'est parce qu'il y a des questions de fraude et de transparence. On a dit erreur humaine, mais dans tous les cas, les gens ont dit que c'est arrangé dans le cadre de l'erreur humaine. Deuxième chose, moi je veux vous dire, Serge Alain, je suis amusé parce que dans ce recrutement, il y a également le paradoxe du pays organisateur. Voyez-vous, la personne, et ça ne doit pas, je ne suis pas là pour la stigmatiser, non plus pour me moquer d'elle, mais je parle en politicien. L'une des personnes qui a voulu se suicider s'appelle mademoiselle Brigitte Lekane Mvomo. Elle est originaire du pays organisateur. C'est donc le pays organisateur encore là lui-même à l'épreuve de ses propres alors le pays organisateur à l'épreuve de ses propres contradictions et de son ridicule. Vous savez, on a toujours donné l'impression que le pays organisateur avait tous les avantages. Et lorsque les enfants du pays organisateur eux-mêmes commencent à vouloir se suicider parce qu'ils ne sont pas bénéficiaires du gâteau national, il y a matière on comprend que la gouvernance la plaît. Ou alors le virus, le syndrome de la malgouvernance s'est répandu au-delà de ce spectre. Mais à titre personnel, le dénouement, je vous l'ai dit, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse également, j'ai constaté qu'il y a un complexe de la fonction publique au Cameroun. Au complexe de la fonction publique. 1237 personnes qui sont à recruter, 222 qui ne réussissent pas à être recrutés. Je ne sais pas si la demande était nécessaire, mais il y a quand même 130 et poussières d'établissements universitaires dans ce pays. Donc il y avait aussi une possibilité de postulation d'emploi là-bas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses concernant le chercheur, je me pose la question si les doctorats, l'enseignement est la seule finalité du doctorat. Et c'est un problème intéressant au Cameroun, parce que tout le monde veut enseigner.
Mais, monsieur Otto, nous avons beaucoup d'universitaires. Et quand il y a même le concours d'agrégation, les Camerounais font partie des meilleurs. Ils sont parmi les comment on dit, mais les meilleurs lauréats. Voilà le mot, et je parle sous le contrôle d'un universitaire. Mais 60 ans plus tard, qu'est-ce que cet enseignement nous a apporté? Du coup, donc, moi, je me dis qu'il faut qu'on pense le système éducatif camerounais, l'enseignement supérieur. Parce que, évidemment, on va tous les satisfaire. Mais monsieur, je vous pose une question simple et pratique. Sur les 1237 reclus, combien appartiennent aux sciences fondamentales et combien appartiennent aux sciences appliquées? Voilà tout le débat de la question. On peut même recruter 10 000 chercheurs pour un ratio entre étudiants et enseignants, c'est bon. Mais si on ne peut pas avoir des universitaires qui sont capables de nous produire des Camerounais qui vont faire de nous un autre Rwanda aujourd'hui, c'est un problème. Si on ne peut pas avoir une université qui nous produit au moins 50 Arthur-Zan chaque année, c'est un problème pour moi et pour nous au PURS. Vous comprenez? Donc, je suis pour qu'il y ait ce dénouement heureux, pour que l'image de la République, pour l'image de notre système universitaire, mais en termes d'efficacité, de performance, mais également des résultats, tout est là. Et on fait bien là où cela nous a conduit. Donc, du coup, quelles sont les opportunités que les universitaires devraient avoir quand ils ont les PhD? Il faudrait que chacun se pose cette question. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde pense que quand il a un diplôme universitaire, il doit d'abord penser à la fonction publique. À quoi servent donc les laboratoires de recherche? À quoi servent les ONG à la fois nationales et internationales si tout le monde se dirige vers l'université? Voilà quelques interrogations que moi j'ai de façon simple. J'espère, il y a eu d'abord cette rencontre du ministre de l'Enseignement supérieur, je crois le 17 décembre. 3 jours après le début de ce sitting. Mais on n'a rien vu à l'horizon. Il a fallu attendre 26 nuits que ces gars-là campent devant le ministère pendant 26 jours pour qu'on assiste à ce dénouement, comme on le dit. Cette image. Okay, looking at the image, it is not really okay in a country, but you look well that in a country there's always this issue whereby the national cake, some people need to take it by force before having it, of which other people, they will sit even on their bed and they will sit in their different homes and the opportunity will meet them there. But I will try to be differ with one of our speaker, the panelist who said he was talking of age limit. I think for me, of duration in the service. Duration do not make you a good master of whatever you're going in for. Duration, for you to have 10 years of service, you need to start from 1. Meaning, if we want to look here who have 10 years, and then give privilege to such a person, what then about the person who is still starting the career? So for me, when it comes to this employment, the criteria was each doctor who have PhD. So if you have PhD and I have, and I'm new in the domain and you have been 10 years, they decide recruiting me, not taking you, given the fact that both of us have the PhD, I see no problem with that. Logique. But then, the problem here should be that age limit, of which age limit was given, I think we talked of 40 years, of which 45, yeah. Anyone who was above that 45 cannot be chanced. So then, for that one, that is one action that the government have tried to put in place that I pray that in the days ahead we should respect it, because we have many other domains that had to do with age limit, of which they don't respect age limit. So talking of these doctors, we have 224 that were complaining, and 1,237 were recruited. So for me, for real, everybody cannot be appointed or recruited at once. So I think that was the exercise for 2019, of which the people who will be coming in the other years ahead will still have opportunity and advantages.
But then if we start looking about duration of service, in reality we'll get lost, because I believe that opportunity should be given to most of these young doctors who are very, very talented, because most of them, after having their diploma, they always have a belief that they need to travel abroad. And if you look very well, we train doctors, when they go abroad, those people over there benefit what is coming from a place, like any other raw material that leaves Cameroon to go, they transform, send it back to us in a very, very high quality amount. So one of his kind that Jacques Fano-Dongo, realized some certain errors, but you bear with me that the lapsity that we have is because of this issue of recommendation. I did some findings where I came to understand that there were some recommendations. And whenever there are recommendations, you will come to discover that if we have 1,233 chances, then X, Y, Z needs 1,237. And if X, Y, Z, without calling names, had to recommend 2,2. It reduced the number of persons that were supposed to go in and have the opportunity. But now, if this... Est-ce que ces personnes recommandées là n'ont pas le diplôme requis? No, nowhere in the... Parce que vous-même vous avez dit, on demande quoi? Le PhD, voilà. On ne regarde pas que tel a enseigné pendant combien d'années. C'est ce que vous avez dit. Yeah, PhD. Je demande donc, vous parlez des personnes recommandées. Est-ce que ces personnes recommandées là n'ont pas ce diplôme? No, ça devait donc faire. No, for me it is a problem. Reason being, if we need to recommend, we recommend all. Oui. I thought recommendation without passing through the right procedure. The right procedure is you channel your document. They like examine your document. If you have chance, you fall in the line. But recommendation X or Y will stay home. Then just because you have PhD, you don't need to follow the right channel in order to be recruited. So for that one, you bear with me, just like with the military training, recruitment. You have some who do not go in for these sport activities. They just stay home, and then they call you, you come put your uniform and then go to Bakassi. So for me, to Kutaba for training. What I'm struggling to bring out here is whenever there is national cake, because an opportunity like that, we call it national cake, whereby each and everyone is supposed to benefit. Being it tall, white, Z, or Anglophone, Francophone, we don't need to look whatever you are, you have the right to benefit. But if there's an issue of recommendation, it reduced the number of persons that were supposed to benefit that national cake. And what of those who don't have people ahead? That's where the problem lies. For those who don't have people ahead, they will always see it difficult. So for me, if you discover that the minister is already complaining that there were some lapsity, those lapsity in reality is not that they employ the people who were not supposed to, but they employ people whereby those people did not follow the real carnival in order to be there. Of which for me, I think is not okay. Professeur Vouna, on sait quand même, je reviens toujours sur la rencontre du 17 décembre. Le ministre de l'enseignement supérieur avait reconnu qu'il y avait ces erreurs humaines. Pourquoi jusqu'en janvier on parle encore? Je crois qu'on pouvait remplacer sitôt. Voilà, Serge Alaotou, je voudrais, en m'écartant de la rhétorique du rien n'est fait ou du tout est mal fait, commencer par apporter un certain nombre de précisions pour avoir à un certain niveau été acteur pour avoir été impliqué à ce recrutement spécial. Parce que j'ai entendu dire que les recrutements dans les universités se font à tête chercheuse. Je pense que pour aborder ce sujet-là, il faut quand même réunir un ensemble d'éléments techniques. C'est-à-dire constituer un corpus depuis la base jusqu'au sommet. Et si vous n'allez qu'à l'université de Douala essayer de mener une petite enquête, vous verrez dans quel esprit, dans quel état vous trouvez à passer des nuits blanches au ministère. C'est pour avoir été au courant qu'il y avait effectivement eu leur nom sur la liste et ce nom-là aurait disparu. Donc il faut peut-être... Des docteurs, pas les doctorants, des docteurs. Oui, des docteurs, je vous en prie. Donc il faut peut-être
rassembler des éléments avant d'avoir un jugement que je dirais facile. Ce serait terrible de jeter l'anathème sur l'université, parce que j'ai entendu dire ici qu'effectivement il y a des universités brillantes. Alors si on part de l'idée que ça se fait à la tête du client, ça jette le discrédit sur tout le monde. Il faut identifier les niveaux où il y a eu si on veut, des erreurs ou des fautes. Le ministre ne pouvait pas, c'est un communicateur, je dois le préciser, il ne peut pas faire des sorties pour le plaisir ou alors dans l'idée de consoler des docteurs qui n'auraient pas été recrutés. Quand le ministre fait une sortie, il faut s'interroger sur la pertinence de la sortie. Qu'est-ce que rapporte la sortie du ministre? Il y a tout un ensemble de choses à propos des docteurs eux-mêmes. Vous voyez, quand on frappe à la porte d'université à 45 ans, parce que j'ai également entendu dire qu'il y a des gens qu'on recrute et qui sont plus jeunes que ça. Mais qu'est-ce qu'on entend par excellence académique? Comment voulez-vous laisser dehors un jeune qui a obtenu son doctorat à 32 ans et faire intégrer quelqu'un qui l'a obtenu à 45 ans? Pourquoi? Généralement, ça c'est des gens, j'appelle ça des échoués de l'ENAM, des échoués de la police, c'est des gens qui arrivent dans l'enseignement par accident et qui sont prêts à tout au dernier moment pour forcer l'entrée. Non, quand quelqu'un a son doctorat à 32 ans, il vient de fournir la preuve qu'il a beaucoup de choses à apporter à son pays. Non. Je pense que la sortie du ministre doit être pertinente. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on va parader devant les médias. Et non, s'il y avait le ministre attendait certainement une nouvelle instruction. Voilà. Ce que le ministre a fait, c'est de publier la liste. Ce n'est pas lui qui l'a arrêté. Il faudrait peut-être qu'on le sache. Voilà, pour votre suite, je reste toujours sur la rencontre du 17 décembre. Le ministre avait dit qu'il avait promis porter toutes les doléances à l'attention du président de la République. Voilà. Oui, en fait, non. Vous vouliez réagir tout à l'heure par le professeur. Je vais simplement dire que nous parlons des choses que nous connaissons parfaitement ici. Et le milieu universitaire, ce n'est pas un milieu qui nous est étranger. J'ai envie de vous dire que dans ces 1237 recrutés, vous avez des gens qui ont à peine de master. Dans cette liste-là, des gens qui ont à peine de master. Quand vous dites qu'il y a des gens qu'on a recrutés qui ont eu le doctorat à 45 ans, ce n'est pas vrai. Enfin, c'est peut-être vrai, mais je suis en train de vous dire que dans cette liste-là, vous avez des gens qui sont docteurs depuis plus de 5 ans, voire 10 ans, qui n'ont jamais été intégrés, recrutés, et qui aujourd'hui ont atteint la limite d'âge parce que les recrutements se font à tête chercheuse. Je pèse un mot quand je le dis. Vous avez des gens qui sont docteurs, qui ont des publications, 2-3 publications à leur actif, dans les revues d'autorité, mais qui ne se trouvent toujours pas dans la liste des recrutés au final. Ça n'a pas de sens. Je veux dire que c'est totalement irrationnel. Les gens qui sont docteurs, qui ont des publications, 2-3 pour certains, je veux dire que on ne va pas jeter les gens en pâture ici en donnant des noms, mais je veux dire qu'il y a des gens qui ont des publications dans les revues autorisées, je voudrais vous dire que et qui sont nombreux, mais qui n'ont pas été recrutés. C'est la première chose. Votre intervention, je vous en prie. Oui. Sans vous couper, je voudrais vous dire que lorsqu'un recrutement est lancé, on définit un profil. Et je peux vous dire... Je pense qu'ils n'ont pas 45 ans. Je vous en prie. C'est gens qui ont 2-3 publications. Ils ont même moins de 40 ans. Vous permettez? Oui. Écartons le critère de l'âge. Lorsqu'un recrutement est lancé, on établit des critères. Et maintenant, vous allez voir qu'il y a des spécialités. Vous pouvez avoir les meilleures publications dans les meilleures revues du monde. Si vous n'intégrez pas le profil, si vous ne correspondez pas au profil défini, vous serez écarté. C'est comme ça. Mais nous parlons des filières où il y a une carence d'enseignants criards. On les connaît, ces filières, notamment dans les sciences sociales. Il n'y a quasiment pas d'enseignants. Vous avez 500 étudiants pour un enseignant. Quand je trouve au finish en train de corriger les copies pour les TD, les travaux, les TD et les CC, à un moment donné, ça devient épuisant. Vous en avez qui se retrouvent avec 1500, 3000, 4000 copies à corriger. Ça veut dire que Donc, il y a une carence. Ça veut dire que le problème est ailleurs. Il y a un besoin. Le problème est ailleurs. Au finish, le problème est peut-être au niveau du nombre arrêté pour le recrutement. Parce que lorsqu'on vous dit département de langue française, vous avez 2 postes. Vous ne pouvez choisir que, même si vous avez 1000 candidats, vous ne pouvez en retenir que 2. Ça, il faut le savoir. Et le panéliste, le monsieur a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas recruter tout le monde. Et c'est impossible de s'imaginer qu'on va prendre tous les docteurs possibles du Cameroun pour les déverser à l'université. Je vais simplement dire que nous ne sommes pas dit qu'il fallait prendre tout le monde, mais nous demandons à corps et à cri qu'il fallait qu'il y ait un minimum de rigueur et de transparence. Je vous garantis et de visibilité dans le process. Sinon,
Monsieur, je vous garantis au niveau des universités que les docteurs qui ont 2-3 publications à leur actif je vous garantis, ne sont pas retenus, alors que les gens qui ont appelé le master sont dans la liste. Je vous donne l'assurance. Je vous donne l'assurance qu'au niveau... Non, je vous donne l'assurance qu'au niveau des universités... Non, on peut les donner, hein. Je vous en prie. Au niveau des universités, le classement... Il y a même d'ailleurs eu un classement. Le travail a été d'une extrême rigueur. Et tout à l'heure, j'ai dit, il faut identifier les niveaux d'intervention où les gens ont cru devoir insérer le nom sur la liste. Et à ce moment-là, il faut éviter de tout imputer, soit aux universités, soit au ministre d'État. Il faut faire attention. Non, nous constatons qu'il y a des gens qui ont été sacrifiés. C'est qui est en fait. Et je vais mettre un vœu. Je sais que le professeur Séraphin Magloire Fouda, au niveau du secrétariat de la primature, on l'appelle le 9. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il se fait appeler. Quelqu'un qui a la réputation d'être un buteur, qui est diligent, qui sait bien mener les opérations. Et avec cette deuxième phase qui va être lancée, nous souhaitons qu'il y ait une véritable transparence. Parce qu'il y a un autre non-dit dans ce qui se passe. C'est que les gens ont fini par... il faut que les gens comprennent que l'université n'est pas... on n'est pas obligé j'allais dire d'être l'écho ou alors la caisse des résonances du pouvoir de Yaoundé. Parce que beaucoup, dans cette liste, sont victimes de leur prise de position, de leur attitude, donc parfois dans l'espace public. Parce que, oui, il y en a qui n'ont pas été retenus à cause de leur prise de position. Et qui, malgré le fait qu'ils avaient tous les critères... Vous ne pouvez pas apporter la preuve de cela. Puisqu'on les connaît. Puisqu'ils remplissent tous les critères, ils ne sont pas retenus. Mon vœu, c'est seulement que quand je vais dire qu'on dépolitise. Vous parliez de recrutement à tête chercheuse. Là. Oui, et je souhaite qu'avec cette deuxième phase... Le politique s'y est mêlé, c'est ce que vous voulez dire. Oui, parce que des gens sont victimes de leur prise de parole dans l'espace public, parce que parfois ils rendent à compte courant la fermeté de leur ton, la dureté de leur ton, parfois ne plaît pas toujours à l'establishment et il y a certains qui ont été sanctionnés à cause de leur liberté d'expression. Donc cette deuxième phase de recrutement qui est engagée, et je sais que le professeur Séraphin Magloire Fouda a cette réputation de quelqu'un d'une certaine transparence. Je veux bien que ces gens-là qui sont victimes de ces suspicions-là ne soient pas également victimes pour une seconde fois et qui soient intégrés, parce que l'université n'est pas une chapelle politique où tout le monde va exactement dire la même chose. Il faut sanctionner des gens. Et puis, autre chose, là je réponds à Gauthier, l'université a 3 missions: l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. Pour le cas d'espèce, ce qui s'est passé avec ce recrutement spécial, il y a aussi que l'establishment ne crée pas toujours les conditions pour emmener ceux qui aspirent à la recherche à pouvoir s'épanouir sereinement. Vous vous souvenez du fameux recrutement de 25 000 je crois que c'était en 2010-2011. J'ai plein de promotionnaires. 2012. Oui. Je crois bien. Voilà, 2012, voilà. Je connais plein de promotionnaires qui à l'époque avaient été retenus. Certains sont partis de la diaspora, certains ont abandonné leur commerce au marché, sont revenus, à qui on proposait des salaires de 150 000. Vous vous imaginez, ils avaient leur master, ils étaient inscrits en thèse, et ils revenaient pour les 25 000, à qui on proposait 150 000. Le mec vous disait que quand je suis au marché, j'ai fait mes affaires, je peux avoir les 150 000, je les ai en une semaine. Donc il y en a qui sont retractés, qui ne sont jamais revenus. Donc il y a cet autre critère la chosification qu'on fait du chercheur n'est pas de nature à encourager les jeunes étudiants à s'investir dans la recherche, parce que on a l'impression qu'une fois qu'on est recruté là-bas, on ne crée pas toujours les conditions pour être bien rémunéré. Ce que je dis, c'était en fait. Et puis l'autre chose, c'est aussi vrai que dans l'autre mission de l'université qui est l'appui au développement, on peut très bien avoir un doctorat et ne pas s'enfermer dans l'enseignement. On peut s'investir dans le conseil et autres. Je connais, pour illustration, pour parler de ce que je connais, l'ancien chef de département de l'université de Douala de communication, qui a dû déposer le tablier, qui a démissionné parce qu'elle estimait qu'elle avait d'autres chiens à fouetter et qu'elle pouvait mieux s'épanouir ailleurs, étant docteur depuis plusieurs années. Donc, il y en a comme ça qui estiment que, parce que justement on a l'impression qu'à l'université, on a beau être docteur, mais il faut aussi bien que le régime crée les conditions pour permettre aux universitaires de mieux s'épanouir. C'est pour ça que vous avez beaucoup de ceux-là qui préfèrent s'investir dans les cabinets, dans les zones, etc. C'est une des missions également de l'université d'appui au développement. On peut le faire en dehors du cadre universitaire.
Voilà, Serge Gauthier, le professeur Jacques Famendongo, aujourd'hui, il a demandé aux docteurs PhD, de déposer leurs dossiers dans les différents établissements, pour que ces dossiers fassent l'objet d'une étude minutieuse et objective. Est-ce que c'est une avancée pour vous? Je n'aime pas faire des procès d'intention. Oui. C'est une déclaration pour l'instant qui n'est pas une avancée. L'avancée se constate lorsque l'acte est réellement posé. Mais on commande pas l'annonce, non? Non, c'est une promesse pour l'instant. C'est une promesse. Vous savez, le recrutement des 1237 pour personnes... vous, ils ont eu tort de lever le camp, c'est ça? Je vous réponds en vous disant, lorsqu'il y a eu le recrutement, le lancement du recrutement de 2237 personnes, c'était aussi... Non, c'était 2000. Ok, 2000. C'était un aussi acte du chef de l'État. C'était aussi un acte. En novembre 2018. Une promesse avec des engagements. Oui. Mais vous comprenez que dans la réalité, dans les faits, ça a donné autre chose. Tant que dans les faits, ce qui a été dit par le ministre n'est pas réellement concrétisé, je ne peux pas considérer ça comme une avancée. Vous dites ça a donné autre chose. J'ai envie de vous dire... La première, je vous en prie, la première fois, c'était 1000. Oui. On est allé à 1237. Oui. Il y a ce que le ministre appelle dysfonctionnement. Oui. Pourquoi vous dites que ça a donné autre chose? Ça a donné quelque chose quand on a un dysfonctionnement qui pousse les gens à dormir dans la rue pendant combien de jours? 26 jours. Alors, ça fait 26 quasiment jours. un mois. Oui. Alors, ne me dites pas que le fait qu'on annonce maintenant que les gens ont à déposer leur dossier est une avancée. La différence entre une avancée... Mais ils étaient là justement parce qu'ils veulent intégrer. Monsieur Otto, la différence entre une avancée et une situation normale, c'est qu'il y ait quelque chose d'original que les gens n'avaient pas l'habitude de voir. Or, le recrutement, le dépôt des dossiers pour quelqu'un qui a un PhD et qui candidate dans une faculté, dans un établissement universitaire parce qu'il est à la recherche d'un poste, est tout à fait normal. Il n'a donc pas une avancée dedans. C'est un mécanisme normal. L'université a des besoins en ressources humaines. On lance des appels à candidature et puis les gens veulent avancer dedans. C'est pour ça que moi je vous dis que moi je ne vois pas d'avancée. C'est une analyse simple, elle est logique. Moi je m'intéresse à l'université et le développement. En homme politique, à quoi nous sert l'université camerounaise si elle ne nous aide pas? En plus des deux premières missions, enseignement, recherche, mais surtout développement. Enseignement des conditions des universitaires, ils enseignent dans quelles conditions? Ont-ils des laboratoires? Ont-ils suffisamment de bibliothèques? Ont-ils des facilitations pour leurs recherches? Quel type de produits nous sortent-ils? C'est ça qui m'intéresse. Quelle est l'implication du monde professionnel pour créer et multiplier de la valeur ajoutée? Guy Hervé parlait tout à l'heure de l'appui au développement. Vous savez, au Cameroun, on a l'habitude de dire que l'université ne crée pas les conditions pour que la valeur ajoutée se crée. Justement parce qu'on est toujours dans le complexe du public. Dans des pays sérieux, même si on prend le Rwanda, parce que j'ai failli prendre les exemples américains et indiens, ce sont les entreprises qui vont vers les universités leur dire nous sommes dans tel secteur d'activité. Et parce que nous sommes dans la logique du développement de notre activité, nous sommes prêts à financer tous les étudiants qui acceptent d'orienter leurs recherches dans ce domaine précis à contribution de tel montant sur telle durée. L'université n'en devient que le facilitateur. Il y a donc un problème, d'abord de compréhension, d'appropriation du rôle que peut avoir le chercheur camerounais pour l'entreprise, mais également un problème on a parlé de professionnalisation. Ça veut dire clairement que les amis, la hiérarchie du professeur et vous n'en avez pas encore bien elle-même assimilé la notion de professionnalisation dans ce rapport entreprise, c'est-à-dire secteur privé, secteur public, on le dit. Moi, je suis très souvent gêné par la consommation sans modération de la parole et de l'intention présidentielle. Vous savez, quand on vous nomme, c'est parce qu'on estime qu'à votre niveau, vous avez quand même une capacité, une marge de manœuvre. Et que vous pouvez penser par vous-même et non réfléchir par procuration. Par procuration, merci. Et cette situation pose encore un problème de gouvernance. Elle n'est pas qu'universitaire, elle est générale. Parce que la gouvernance, monsieur Otto, je ne suis pas un scientifique de la chose, mais elle, de façon basique, c'est 1, anticiper. 2, planifier. 3, programmer. Les deux peuvent s'associer. Oui.
et 4 réajustés. Nous avons un problème dans notre système. Nous ne savons pas anticiper. Nous avons du mal à planifier. Et le réajustement se fait avec des béquilles et en dents de scie. C'est cela le problème. Et quand j'entends le professeur Evuna, parce qu'il faut bien vous restituer votre qualité universitaire, vouloir justifier les maladresses du ministre en disant vraiment, on ne sait pas, il y a des gens qui ont introduit des noms et on ne peut pas. Monsieur, à qui incombe la responsabilité d'une faute professionnelle dans le service que vous dirigez? D'abord, la personne est vous le responsable. Première des choses. Deuxième des choses, vous dites quelque chose qui m'amuse. Je vous pose la question de savoir, vous avez dit on a défini un profil. Quel profil y a-t-il pour recruter dans l'université camerounaise? Je suis curieux, parce que ça peut peut-être nous édifier. Pour que vous soyez professeur de lycée, on vous dit, vous devez avoir un bac dans un domaine précis. Vous entrez à l'école normale, vous avez une formation pointue d'enseignants qu'on vous attribue, qu'on vous transmet, et vous avez donc les habilitations nécessaires pour pouvoir enseigner. À l'université, quel est le profilage qu'on fait? Parce qu'on dit vraiment, on a fait un casting, un profil minutieux. Il faut que, puisqu'on est sur un plateau, et peut-être que, puisqu'il dit qu'il a aidé, il a un peu participé, ouais, par souci de transparence, pour qu'on ne soit pas dans le tout ne marche pas bien ou le tout marche mal, et qu'on ne fasse pas des procès d'intention absolue. J'attends clairement ça. Et pour vous répondre, Guy Hervé, concernant les chercheurs qui ne veulent pas, qui sont déçus par le système universitaire, il faut dire que, à l'exception du Japon, la fonction publique n'a jamais bien payé les enseignants. Donc ceux qui vont dans la fonction publique en tant qu'enseignants doivent savoir on doit leur donner un minimum. C'est vrai que ce minimum n'est pas satisfaisant au Cameroun. Peut-être, monsieur, le professeur Evuna me dira que lui, il est à l'aise. Mais il n'y a qu'au Japon que ça se passe. Donc, quand on choisit d'aller travailler pour le public, on doit s'attendre à ce qu'on aura moins d'1 million. Et qu'avec la même compétence, on peut avoir 6 à 7 millions dans le privé. Non, mais attention, tout près de nous, un enseignant d'école primaire au Gabon a le salaire de pauvre d'université au Cameroun. Mais j'ai dit au Gabon. Sauf que un enseignant d'école primaire, ce que touche un pauvre d'université. Mais vous n'avez pas, rapidement, je réponds rapidement, vous n'avez pas fait la comparaison en termes de PIB, en termes de démographie, en termes, avant d'arriver au salaire. On peut faire mieux. I think what we need to find out here is the name. We talk of special recruitment. Just that name alone gives a different, shape on the recruitment we have been having in the country. When we talk of special, meaning we have some special procedures that the government is looking in order to, recruit some of these PhD doctors. And one of them, for me, is the issue of age we are talking of, because we will bear together that for the past years, we have not been talking of age when it comes to recruitment. And whenever we talk of age, the best of my knowledge, he who have less age is have more privilege on he who is already getting out of age. I explain, because now, looking at the career and what both of them need to offer as far as the country is concerned, he who have less age have a lot of time to go than he who is already ahead. I think just to clear that fact back. And then one of the panelists was struggling to make us understand that Bridget had the right to reivindicate, and of which for me, I don't see the reason why, if you were not recruited, you will now struggling to reivindicate, just like one of the speakers said, that because of the fact that she have the name Vono, meaning we all know where she comes from, she thought maybe she will have that privilege because of where she comes from. I think for me, if we start managing this in our country, we'll find ourselves. But the professor said, these 224 who were protesting is because they got an information that their names were in the list.
how can you even have the information of a recruitment that is being done? You know, when you deposit your documents, whatever comes later, you just need the job. Is either they give you an opportunity or no. So it is impossible that you will prove on a platform like this that some people knew already that their names were in the list, but at the end they never find their names, meaning the recruitment was not actually strict, because everything that is strict should be locked indoor and they do it and give just the result. So for me, if these people actually are still protesting today, then they need to be called in order and find out for them to give the information of who informed them about their names that were in the list. We start doing some findings and you will discover what I earlier said, that the national cake should be given to everybody equally. They should not like give privilege to others. Now coming back to another issue, that some of these people, some of these 1,238 might abandon in the days ahead. I think we should make it out clear that the salaries rate in our country do not encourage a doctor sitting behind an office ending, let's say, 200,000. Meanwhile, you have others who are working in their own private sectors and they earn millions. So you come to discover that in reality, most of them in the days ahead might start looking for that's why you will discover that when we go to La Cantini, you will discover a doctor, I don't want to call name, whereby he is sitting there but having his own private clinic, and all cases that comes there, he send it in his clinic. He makes more money in his clinic than giving money in the coffers of the government. Reason being because they have wrong salaries. But I think we profit here and pass the information that after the recruitment, these people should have a very good salary that deserve the training that they have trained themselves for over years. If not, tomorrow we will find them struggling to travel, struggling to open their own private sectors, and they will let go. So I think actually this name we talk of special recruitment already makes everything clear that we know it is special because it was a moment to give advantage to most of those young doctors who have been seeking for job to have a job opportunity. Voilà, professeur, la rencontre aujourd'hui, il faut dire que ça s'est passé en deux temps. Une première phase avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de 9h à 10h. Ensuite, la deuxième phase, à partir de 10h30, entre ses collaborateurs et les docteurs PhD. Et ceci, dans les critères pour eux, ceux qui devraient prioritairement être recrutés, on doit regarder le critère âge, entre 73 et 76. Deuxième critère, les vieilles thèses, jusqu'en 2016. Troisième critère, la compétence, c'est-à-dire les services rendus à l'université. Et le troisième, les fonctionnaires dans l'approche genre. Est-ce que ces critères-là, il faut privilégier d'abord l'âge qui revient toujours? Vous m'envoyez sourire. Oui. Parce que la première question qu'on va se poser, c'est qui établit les critères de recrutement? C'est le candidat ou c'est l'université? Ça, c'est la première question. Maintenant, quand on dit l'âge, ça veut dire qu'on va privilégier les plus âgés. Cela sous-entend. Oui. J'ai posé la question ici, qu'entendons-nous par excellence académique? Quelqu'un qui obtient sa licence en 3 ans est présumé plus brillant que celui qui l'obtient en 6 ans. Oui. Absolument. Ça, c'est une chose. Et j'ai bien envie de demander qu'à 45 ans, et on exige, on revendique à corps et à cri un recrutement. J'ai envie de poser, comme la cigale, la question: que faisiez-vous au temps chaud? C'était à l'université, il a dit, il y en a qui ont enseigné pendant 10 ans. Prof, je veux dire que celui qui n'a pas recruté à 45 ans ne vient pas d'être docteur. Il est docteur depuis, pour certains, docteur depuis 10 ans, pour certains. Depuis 10 ans. Mais ils ne sont pas recrutés en fait. Je vous le concède. C'est le vrai problème. Je vous le recruter. On a le cas de docteur Le Canet, qu'on connaît bien. Je vous le concède. Sauf que elle ne vient pas d'avoir sa thèse. Si on a un doctorat qui date de 10 ans, je voudrais vous rappeler qu'il y a 10 ans, à peu près, il y a eu un recrutement. Où étiez-vous?
c'est-à-dire les 25 000. Où étiez-vous? Entre-temps, il y a probablement eu des remplacements numériques. On n'a pas vu tous ces gens-là. Il faut faire attention. Je vous en pris. Nous avons pris l'habitude de ces actions qui finalement, on peut penser que sont orchestrées pour illustrer quelque chose. C'est des démonstrations. Il y a eu ce type de problème pour le recrutement à l'école normale supérieure de Maroua. Il y a eu l'action syndicale pour les 25 000. Voilà qu'un recrutement spécial. Mais attendez, l'opération n'est même pas allée jusqu'à son terme que déjà on entend des voix. Et je vous ai dit, vouloir trouver absolument un bouc émissaire en la personne du ministre de l'enseignement supérieur me pose problème. Le prof, c'est le cas parce que Maroua, c'était tout autre chose. Maroua, c'était un cas à part. C'était tout autre chose. D'accord. Maroua, il y a eu un chantage. Vraiment, Maroua, c'est un cas à part. Il y a plusieurs niveaux d'intervention dans ce processus. Le processus commence au niveau des départements. Et tel qu'on l'a vu, il est allé jusqu'au secrétariat général à la présidence. Et si vous regardez la liste des recrutés, il y a probablement dessus le visa du premier ministère. Probablement. Je ne suis pas un administrateur, mais c'est des choses auxquelles il faut quand même prêter attention. Quand on me prête l'intention, quand on me dit de jouer l'avocat du ministre, non, ça, ce n'est pas mon rôle. Je vous dis, nous sommes dans un système et c'est une aberration absolument de vouloir faire porter le chapeau au ministre parce que... Prof, quelle est la démarche? Qui initie le besoin? Le besoin vient des départements. Qui initie le besoin? Ils ne sont pas toujours recrutés. On revient après le journal, je vous en prie, cher monsieur. Le temps d'aller rencontrer Cédric Noufélé pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de ces projets de deuxième génération que le gouvernement a présentés il y a quelque temps. Une dizaine de projets évalués à 12 000 milliards de francs CFA à mettre en œuvre entre 2020 et 2027. Cependant, à l'observation de l'état de maturité et la faisabilité, des économistes s'interrogent sur la pertinence de ces projets au moment où le gouvernement, lui, compte les financer à travers les contrats de partenariat public-privé. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons ce dénouement après un mois de grève des docteurs PhD recalés. Ils ont mis la pression sur le gouvernement pour dénoncer, selon eux, les dysfonctionnements et irrégularités ayant émaillé le processus de sélection et de recrutement des enseignants dans les universités publiques. Comment en sont-ils parvenus? Nous en parlerons ce soir. Nous reviendrons sur un morceau choisi des propos du chef de l'État devant le corps diplomatique. Au moment où il recevait les vœux, il s'est prononcé sur la politique internationale, position du Cameroun, tensant certains partenaires du Cameroun sans les nommer avec leur politique populiste dans leur pays et le fait qu'ils oublient qu'on est dans un monde globalisé. Vous écouterez le chef de l'État ce soir dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve bien évidemment après le journal pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite aux 20h de Cédric Noufélé. Nous sommes toujours en compagnie de Guy Hervé Fongan, le professeur Jacques Evona, Serge Gauthier Onanina et Jaspale Nji Aku Manga. Jaspale, I'm going to begin with you. Lorsque vous voyez ces images, des militants social-démocratiques seront kidnappés, vous vous dites quoi? Le SDF aurait dû vous rejoindre, vous, MRC, dans le boycott? I think normally SDF up to date make us understand at the last interview that they are not going in for this Twins election. But looking at things today, we see everybody each day showing plaque, etc., with notes that their names are in the list and they don't know who put their names in the list. And just like this, c'est pas sincère, ça? No, but it is possible because I think the government is doing everything possible
to make sure that the elections holds, and that's why you bear with me that 250 militaries have been, gendarmes have been sent in the northwest and southwest region. 300. But then, yeah, 300. Whatever be the 350. Sorry, just southwest. Yes. So we are still waiting. No, I think before the speech of the president, 800 was sent in northwest. So if we look very well after autre chose. After all this, Oui, right? oui. These guys still have that means of kidnapping candidates who were prepared and they have done everything going in. But the problem here is their names are already at Elekam, if actually they are candidates, of which that will not change the resignations, but it will impact at the level of campaign. I just want to find out where is the position of the government and the president of the republic who make a speech telling us that all measures have been put in place regarding securities in the northwest and southwest region. If we look very well, there is no security, because if the militants now have no right to, do whatever exercise or go around do their campaign, what of the citizens, the people who will be going in to perform their citizens' right to go and vote? It will be impossible. And who are they going to vote, knowing very well that these people have been kidnapped? But then another findings, if actually Equinox, after all the findings, can go up to where these people were kidnapped and kept, then I guess the government could have also passed through that channel to pick those guys. I don't know if it is a drama or a game, because if we can film those people, and then there is a means to reach the people who are, whereby they are in their court study. But then I am struggling to find out if there is a game somewhere whereby the government... partie d'un téléphone. Okay, through a telephone, and then they send it. C'est pas une caméra. So thank you. But then the government have all the means and all strategies to pass through that phone in order to reach where it is. I'm not blaming Equinox, but I'm struggling to say, if government really talk of security, then which security have they made to secure the life of these citizens who will be going tomorrow to do their citizens' right, like to vote? So if you look very well, it shows that in northwest and southwest, there is no way that elections can hold there. And for that reason, I think and I believe the date of this election should be shifted. Ok, Serge Gauthier ou Nanina, ces images, ça contribue comme ça à renforcer le climat de la peur? C'est pour faire peur? Moi, je vais faire une analyse de l'image froide. Oui. D'habitude, lorsque les sécessionnistes ou les ravisseurs sérieux kidnappent les personnes, ils se mettent en avant devant la caméra. Je n'en ai vu aucun, mais passons. Chacun peut tirer sa conclusion. Non, avant de continuer, Serge, dis-nous, on veut quand vous voyez les sécessionnistes poser, quand vous voyez les sécessionnistes poser des actes, vous avez parlé, vous êtes libre, je suis libre de dire que c'est vrai ou pas. Vous ne m'imposez rien. Non, je n'impose pas. Vous parlez de gens que vous ne maîtrisez pas. Vous n'avez pas le monopole de la maîtrise. La preuve, vous êtes à Douala maintenant. Si je vous pose la question, sur quel lit est couché le millième habitant du Nord-Ouest, vous allez me dire, arrêtez de mentir aux gens. Voilà. Quand on a dit ça, je dis bien que quand les ravisseurs posent des actes, on les voit souvent sur les caméras. Ils se mettent en avant. Prenez 40 vidéos des sécessionnistes et faites la statistique comparative ou comparée. Maintenant, s'ils savaient que c'était vrai, c'est un acte inacceptable. D'abord au nom de la liberté de la pensée, de la liberté d'opinion. Parce qu'on ne peut pas vouloir faire des revendications démocratiques en voulant faire entendre sa voix, en muselant ceux qui sont contraires à nous. Ça devient une dictature logique de la pensée. Est-il interdit aux gens de penser différemment que nous? Si je pense différemment de mon interlocuteur, d'en face qui m'interdisait même d'ailleurs de penser différemment, a-t-il le droit de me kidnapper parce que je ne pense pas comme lui? Je pense qu'il y a des mécanismes clairs d'expression de ses positions, d'expression de ses opinions.
Et il vient de dire quelque chose d'intéressant. Le kidnapping annule-t-il la candidature? Ouais, c'est impossible, l'élection est engagée. Maintenant, c'est également le révélateur de la surdité du système gouvernant, qui ne veut pas comprendre, qui est très éloigné des réalités du terrain. Et la preuve, on a demandé ici que lorsqu'une région était en crise, on puisse y organiser les élections partielles. Parce que les élections ne vont pas être renvoyées. Ça ne s'est fait nulle part. Ceux qui le pensent rêvent. Ça a été déjà d'abord renvoyé deux fois dans notre pays. Comment vous parlez que ça se fait nulle part? Ça a été renvoyé parce que le pays est en guerre. Non, ça a été renvoyé. Sauf le gouvernement. Nous sommes donc dans un cas le cas de figure est là. Nous tirons des conclusions sur la base d'un cas de figure. Observation, vérification, exemploire. C'est simple. Je ne parle pas en l'air. Donc moi je dis que c'est donc inacceptable et que dans ce cas-là, parce que j'imagine si nous le PUS ou bien notre parti avait engagé ces listes là-bas, bien que nous soyons pour que les élections soient partiellement organisées et que là-bas, on puisse tenir cas du contexte sécuritaire, de sa fragilité, de sa fébrilité. J'imagine que parce que nos militants ne pensent pas comme certaines personnes, on se permet de les placer en captivité. Est-ce normal? Je dis non. Okay. S'il vous plaît, permettez une question. Je veux savoir... Non, tel que vous demandez... Non, je veux savoir... Je veux m'éclaircir, s'il vous plaît. Je veux savoir, tel que vous dites que selon l'image que nous voyons, c'est de montage. Donc, selon vous, dans ces deux régions, il y a vraiment la sécurité que les élections peuvent passer bonnes et bien là-bas? Dans mes paroles, je viens de parler environ pendant une demi-dizaine de minutes, je n'ai pas employé le mot montage. Merci de me prêter un mot que je n'ai pas employé. Non. Mais maintenant, je dis ceci. Vous savez, je ne suis ni votre enfant, ni un fou. Quand je parle en toute lucidité. C'est pour ça que je suis sur un plateau. Si vous voulez me faire dire ce que je n'ai pas dit, parce que vous voulez être populiste, moi je suis logique, réaliste et pertinent parce que je dois éduquer les Camerounais. Je ne cherche pas à ce qu'ils soient mes amis. Je cherche à leur dire, donner la capacité à réfléchir par rapport à ce qui se passe. Je dis ceci. Quand vous prenez votre téléphone portable, ou n'importe, vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez Ambazonie, et vous voyez, vous tapez même propagande ambazonienne, vous regardez les images des kidnappings et des actes, les terroristes, bref, les Ambazoniens, ils assument clairement. Et c'est la première fois qu'il y a une action de kidnapping dans laquelle les kidnappeurs... Il y a aussi le chairman, on ne voyait pas le chairman? Oui. Bon, ça veut dire que rarement, mais très souvent. Donc il y a matière à s'interroger. Pendant ces élections, il y a plusieurs images que les gens sont venus montrer, leur démission ici dessus, et qu'il n'y a pas ce gars. Mais il y a une information qui dit que c'est la pression de gars qui le fait démissionner. Dites que c'est la pression, mais rien ne prouve que c'est parce qu'ils sont là que ces gars sont présents. Donc j'étais juste en train de dire, c'est pas obligé que leurs images doivent sortir pour que ça soit vrai. Guy avait Fongan, on écoute une voix qui dit comme ça que ces personnes seront libérées après le 9 février. Quel impact ça peut avoir si jamais ce sont des candidats? Pourquoi les garder jusqu'à cette période-là? Je suis très peiné de regarder cette image pour une raison toute simple. J'aime rappeler que si l'État est fort, il nous écrase. Mais s'il est faible, nous périssons tous. Parce que ce type de terrorisme à ciel ouvert est totalement inadmissible, incompréhensible et inconcevable. Voyez-vous, voilà des individus qui, dans un état normal, qui est dirigé a priori, décident de kidnapper quand même des gens et font feu de tout bois. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ces ayatollahs de la pensée. Ce diktat de la pensée unique dans une république est totalement inadmissible. Je pense il est plus qu'urgent. L'État qui nous a fait la promesse de sécuriser ces zones-là doit prendre ses responsabilités. Il est inconcevable qu'un militant qu'un Camerounais soit terrorisé parce qu'il a fait le choix d'aller aux élections. Ce n'est pas acceptable. Parce que cette psychose qui est construite et qui est entretenue
par une partie de la population qui a transformé une région de Cameroun en un no man's land. Je pense qu'il faut rapidement rétablir l'ordre de l'État. Ce n'est pas normal. Et parce que j'arrive pas, parce qu'il y a plus loin que ça. Il y a quelques jours, encore ce matin, on en parlait à la revue des Grandes Unes. Il y a un individu qui a dans la même région qui a décidé qui menace de sévèrement de punir sévèrement tous ceux qui à partir du 7 février vont se mettre dans la rue parce qu'ils iront vaquer à leurs occupations. Vous voyez, quand on est dans un état où n'importe quel individu lambda peut menacer les gens à ciel ouvert comme ça et sans être inquiété, ça pose quand même des problèmes sur dans quel type d'état on a. Vu que cette intolérance doit pouvoir cesser. Les gens ont le droit de dire oui et les gens ont le droit de dire non. Chaque Camerounais est libre de participer ou pas à une élection. On doit pas. Et j'ai encore en mémoire et cette fixation qu'on fait sur le SIF, malheureusement, on est dans le socle granitique du SIF, le NOZO. Et ils sont les cibles principales, c'est dommage, mais il faut quand même que toutes les dispositions soient prises, qu'on puisse garantir les sécurités. Ils n'ont pas demandé à naître là-bas, ils n'ont pas demandé à être originaire de ces régions-là. Aujourd'hui, pour moi, c'est un impératif catégorique. Mais le président l'a dit dans son discours. Oui, à peine. On a vu déjà au sud-ouest. À peine 24 heures plus tard, les gens sont kidnappés et terrorisés à ciel ouvert. Ça veut dire que on a le sentiment que le chef ne fait plus peur et il faut qu'il reprenne ses responsabilités. C'est vrai qu'on nous a dit qu'il y a des camions de gendarmes militaires qui sont déportés dans ces régions-là, mais ce n'est pas suffisant. Parce que j'aime souvent rappeler que la violence est la force des faibles. Parce que voyez-vous, ça fait 3 ans qu'on a essayé d'utiliser la force pour ramener l'accalmie. Ça n'a pas prospéré. Je pense qu'il est aujourd'hui urgent d'activer d'autres leviers pour ramener les gens à la raison. Parce que la force semble être en train de montrer ses limites. Au contraire, on a le sentiment que les choses sont en train d'aller de mal en pis, malgré le grand dialogue qui vient de se tenir. Et ce type de situation, ce terrorisme à ciel ouvert, ça fait peur. Ça donne l'impression qu'on n'est pas dans un état dirigé, où chacun peut terroriser les populations, dire ce qu'il veut et faire de ce qu'il veut, parce qu'ils sont dans un no man's land. Ce n'est pas rassurant pour les Camerounais que nous sommes. Ça fait peur. Le SIF a fait le choix d'aller aux élections. Ils ne doivent pas être terrorisés pour ça. Il est urgent aujourd'hui que l'État prenne ses responsabilités en usant de tous les moyens pour ramener l'accalmie et la paix dans ces régions, que les gens qui ont choisi librement d'exercer leurs droits citoyens ne soient pas terrorisés par ça a commencé banalement comme par les mêmes personnes qui avaient commencé à envoyer les SMS aux parents en leur demandant de ne pas envoyer les enfants à l'école. On a banalisé, on a rigolé, sauf que j'en connais des gens qui sont partis du NOZO depuis 3 ans, qui ne sont plus jamais repartis dans ces régions-là parce qu'ils recevaient les SMS tous les jours des terroristes qui disaient aux parents que celui qui commet l'erreur ou la bêtise d'envoyer son enfant à l'école, eh bien, il viendra retrouver son corps dans la rue. On en a rigolé. Aujourd'hui, les gens ont le sentiment qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont dans un no man's land. Il est plus qu'urgent aujourd'hui que l'État prenne ses responsabilités. Ce qu'on vient de voir là, ce n'est pas drôle, ce n'est pas amusant. Professeur Jacques Evouna, les élections sont le double scrutin, c'est pour février, le mois prochain. Et depuis un certain temps, le SDF est la cible. De ce côté-là, comme disait Guy Hervé Fongan, c'est la psychose qui est en train de se construire petit à petit. Je ne dirais pas que la psychose est en train de se construire. La psychose est installée depuis un moment et oui, nous le savons tous. J'ai assisté à un plateau ici avec vous à l'occasion d'une rentrée, oui, et tout le monde semblait très enthousiaste à l'idée à la vue de quelques enfants qui s'étaient rendus à l'école. C'était tout un événement. Je n'ai pas l'habitude de me prononcer sur des questions politiques. Je ne ferai pas d'analyse parce que je n'en ai pas les moyens intellectuels, mais je voudrais dire que on ne décrète pas la paix, on construit la paix. Et
quand on voit 350 soldats qui sont déportés dans une région, on croit qu'on construit la sécurité, mais c'est un état, ce que moi je vois, c'est un état de guerre. Et lorsque nous sommes dans cette situation-là, je doute que l'élection soit une solution à des Camerounais qui ne vivent pas chez eux. Je doute que l'élection soit une solution à des Camerounais qui meurent. Je doute que l'élection soit une solution à des Camerounais qui ont peur. Moi, je souhaite une chose simple, c'est d'abord la pacification du Cameroun, notamment les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment? J'ai vu des gens applaudir à tout rang par l'occasion du grand dialogue national, parce qu'on nous avait présenté des combattants qui s'étaient reconvertis, mais dès le lendemain, on a quand même pu noter qu'il y avait encore eu des atrocités, ce qui est dommage. J'ai entendu parler en grand bien du statut spécial. Moi, je pense que c'est peut-être l'occasion d'en faire une première implémentation. C'est-à-dire quoi? Puisque j'entends dire que l'élection aura bien lieu. Oui, d'accord, comme si c'était le remède à tout. Mais moi, je pense que en matière de statut spécial, la priorité pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est de retrouver le calme, c'est de retrouver la stabilité, que les Camerounais puissent rentrer chez eux et que, au terme de ce processus-là, on leur demande donc de choisir leurs représentants. Parce que ils ont beau être du SDF ou d'un autre bord aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si c'est le choix des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que c'est véritablement leur choix? Alors, qu'on prenne des candidats ici, ça c'est bien triste. Moi, je pense qu'il faut peut-être donner un réel contenu à ce que nous avons appelé lors du Grand Dialogue national statut spécial. Ça pourrait peut-être commencer avec cette élection-là. Non, ce n'est pas leur choix. Ils sont pris en otage. Je vous en prie, Hervé Fongan, oui. J'espère justement. Depuis un certain temps, les domiciles des élus SDF partent en fumée. Il y en a qui sont obligés de se rétracter, ils disent qu'ils ne sont pas candidats. Voilà, des personnes qui sont kidnappées. Alors qu'on sait qu'il n'y a pas que le SDF qui est en compétition. Là-bas, il y a le RDPC, il y a l'UNDP. Pourquoi cette pression seulement sur le social-démocratique front? C'est quoi le problème? Permettez-moi de parler peu en français. Bon, je pense bien que nous savons très bien que la base de Social Democracy Forum, c'est né à Bamenda, pour laquelle beaucoup de leurs activités, c'est comme, par exemple, si on parle de MRC aujourd'hui, la base c'est à Yaoundé. Ce n'est pas à l'ouest parce que c'est un parti de l'ouest. Mais par contre, Social Democracy Front, la base c'est à Bamenda. Oui. Et maintenant, si je reviens sur cette... il y a eu un temps qu'il y avait un peu de bruit. Mbandam se levait, il a dit que lui, il a démissionné. Donc il avait parlé ça de bouche. Et que le gars était fier. Et quand maintenant il a déclaré qu'il a démissionné, mais maintenant les gars ont vu que le type était toujours là-bas. Quand il est revenu, on dit mais tiens, tu nous as dit quoi? C'était bon, pour ces raisons, à un certain niveau, que les gars donc ont vu qu'ils pouvaient procéder pour lui donc mettre une pression. Et sans oublier donc que son mandat était déjà presque à la fin, parce que jusqu'à qu'on voit qu'on a le nouveau député, avant qu'on peut dire donc que son mandat est fini. Bon, maintenant, je suis très fier quand notre frère il pose la question si vraiment les élections sont devenues donc le paracétamol pour celui qui a le mot de tête. Qui veut dire dans notre pays, est-ce que vraiment ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de ramener la paix ou bien d'aller aux élections? Et quand vous regardez très bien cette élection, pour les autres partis, parce que MLC à un certain niveau n'est pas un parti opposant contre les autres partis. Nous avons une seule personne devant nous qui est le RDPC, qui est là depuis des années et des années. Nous n'avons aucun problème avec soit Cabral, Libye, et ainsi de suite. Nous tous, nous partons pour la même personne qui est RDPC. Mais qu'est-ce que je vois? Aujourd'hui, quand on ne fait que chanter, il y aura les élections, c'est une sorte de moquerie
pour le MSC qui a déclaré que lui, il ne part pas aux élections. Même les autres partis maintenant ont pris comme une chanson que comme vous ne partez pas, nous allons partir. Et maintenant, voilà SDF qui est à Bamenda, ce n'est pas LDPC, ce n'est pas MSC qui est en train de dire à cette gars de faire n'importe quoi qu'ils sont en train de faire. Et cette gars, ils ont une pression sous le terrain parce que ils sont là avec cette gars sous place. Et quand tu veux déjà, tu ne peux pas déposer ta candidature, tu peux pas mettre ça en bas de valise, tu caches. Ce qui est sûr, c'est que la liste, même si ce n'est pas encore sorti, la liste va dans bientôt sortir. Je pense bien c'est déjà sorti, non, de l'ELEC. C'est pas encore sorti. Mais quand tu mets déjà ta candidature que tu veux être, tu veux aller dans un poste, bon, ce qui est sûr, c'est que la démocratie dit quoi? Que chacun doit faire son choix. Mais tel que les gars sont en train de dire là-bas sous place qu'il n'y aura pas les élections, ils sont donc en train de prouver à l'État que bon, comme tu as dit, parce que après le discours de chef d'État, ils ont encore mis le batterie pour montrer que cette sécurité que vous êtes en train de faire croire aux gens qu'il y a la sécurité, il n'y a pas de la sécurité sur le terrain. Et j'ai dit un mot la fois passée que si vraiment l'État est en train de mettre la sécurité et envoyer les armées pas lutter contre qui? Sa propre population? Ou bien pour faire donc alors obliger que les gens partent en élections? Et si donc oui, pourquoi donc alors on est en train de kidnapper le candidat jusqu'à aujourd'hui? Les candidats sont en train de démissionner en cause de la pression jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vraiment nous avons donc vu qu'à ce moment, nous devons prendre donc le paracétamol pour faire soigner, c'est-à-dire le mal de pied? Parce que en réalité, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est que sur le terrain, les gars ont dit qu'il n'y aura pas les élections dans ces deux régions. Ils n'ont jamais dit qu'il n'y aura pas les élections au Cameroun. La même chose que MRC a dit, ils ne partent pas aux élections, mais il n'a pas demandé aux autres de boycotter aussi ou de ne pas aller aux élections. Nous avons fait notre choix et il ne faudra pas donc que celui qui veut aller... Vous avez dit tantôt... boycott 100%, ça veut dire quoi? Boycott 100% veut dire... 100%. Boycott 100% means whatever be the decision, we have decided that we are not going. See, these two reasons that we have put on the table be solved. One, the Anglophone crisis should be resolved. Two, the electoral code. Without these two elements, we are not going in. That is our position. And if the government is ready to sort that, then together we can go. Okay. Et j'ai eu quelqu'un à parler donc de dialogue national. S'il vous plaît. Je ne parle pas parce que MS n'était pas au dialogue national, mais en réalité, est-ce que ce dialogue national enfin a donné une solution sur le problème de la crise anglophone? Je pense bien non. Sinon, aujourd'hui, le gars ne devait plus être en train d'être kidnappé et monter, descendre pour ne pas aller aux élections. Je pense bien que si vraiment l'État pense qu'il y a la sécurité dans ces deux zones, et si les autres partis qui sont en train de partir, ils partent. Je vais poser la question à mon frère s'il pouvait me répondre si vraiment dans son parti, là-bas dans ces deux régions, ils sont représentés. Si oui, c'est bon. Mais sinon, pourquoi donc? Okay. Parce que il y a dans la... Serge Gauthier Nanena, vous avez interpellé. Vous êtes représenté dans tout le pays. Pour vous qui voilà la réponse à la question. Je vous réponds par une question rhétorique. Êtes-vous représenté dans tout le pays? Nous ne sommes pas aux élections, s'il vous plaît. Donc, êtes-vous représenté? Avez-vous les unités dans tout le pays? Nous ne sommes pas aux élections. Comment vous posez une question à celui qui ne parle pas au reste? J'ai posé une question. Si oui, vous dites oui. Nous sommes dans un plateau. Nous ne sommes pas aux élections. Donc, vous ne pouvez pas savoir si on est représenté ou non parce qu'on ne parle pas aux élections. Bien. Dans mon village, on dit ce n'est pas parler fort qui signifie avoir raison. De deux, je comprends que vous utilisez des mots français sans les maîtriser. Être représenté, c'est être présent quelque part. Ça n'a rien à voir avec l'élection. Donc vous êtes hors sujet. Si vous décidez d'être bilingue, utilisez le bon mot et soyez sûr de la maîtrise du mot que vous utilisez. Je vous ai posé la question en vous répondant. Maintenant, parlant de la question électorale dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, qui n'était même pas à l'ordre du jour. La position est claire. Je l'ai dit à plusieurs fois ici que nous souhaitions que les élections soient partielles. Et que parce que la situation était critique, fragile, précaire et fébrile,
Il n'était pas. On a fait toute une émission sur les élections libres ici. J'ai donné cette position, elle était claire. Je n'ai pas à me répéter, mais maintenant que monsieur voulait que je me répète, je l'ai fait. Je voudrais dire également qu'aucun parti politique ne dicte sa position, ni son idéologie à un autre parti politique. Et que le boycott n'est pas une maladie contagieuse, que l'on est obligé de suivre, et qu'il y a, quand quelqu'un fait son jambo, il décide, il y va en connaissance de cause pour perdre ou pour gagner, et nul ne pouvant donc se prévaloir de sa propre turpitude, qu'un parti d'opposition ne dise pas qu'il est l'objet de balles ou de cibles des autres partis d'opposition. Il a pris ses positions là-bas, les autres disent qu'ils vont aux élections, il n'a pas à venir raconter qu'il est la cible de X ou de Y, qu'il assume ses positions clairement. Maintenant, s'il veut qu'on fasse son procès, on peut bien le faire. Et nous allons tous nous dénuder et nous verrons qui est pertinent dans les positions qu'il a prises et qui est sérieux par rapport au reste des Camerounais. Je suis content qu'il ait déjà reconnu parce que le professeur avait dit que est-ce que les élections seraient un remède. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit les élections auront bel et bien lieu. Et Serge Alain Autou, c'est que j'ai insisté bien avant dans plusieurs émissions qu'il y aurait des partiels, que nous souhaitions des partiels. Ça n'empêche pas que le reste du Cameroun vive, bien entendu. Je suis surpris qu'on s'acharne sur M. Mbanda. M. Mbanda est-il décideur? Parce que la crise anglophone, c'est une population ou un groupe qui a des préoccupations, qui s'attaque au mismanagement d'un système gouvernant. M. Mbanda est-il un décideur pertinent dans le système gouvernant? Ok. Guy Fongan, on va terminer sur cette question. Il a demandé le boycott est-il contagieux? Non, non, il ne devrait pas l'être, parce que la vérité, je pense que les partis politiques devraient se respecter les uns les autres. Il n'est aucunement question qu'un parti croit pouvoir imposer sa manière de faire, de penser, d'agir aux autres partis politiques, parce que la vérité, quoi qu'on dise, les gens peuvent choisir de ne pas aller aux élections et l'abstention est un mode d'expression en politique. Et il faut rappeler que pendant la récente élection présidentielle, le NOZO a eu un taux de participation d'à peine 5%, et il n'y a aucune loi dans ce pays qui dit que le résultat d'une élection est fonction du taux de participation à une élection. Ça veut dire que même s'il y a 3% ou 2% de personnes qui participent aux élections dans le NOZO, ça n'impactera à rien le résultat final, même s'il n'y a que les conseillers qui vont aux élections, parce que la loi ne dit pas qu'il faut qu'il y ait un nombre précis de participants pour valider une élection. Donc à partir de ce moment-là, on peut laisser, à mon sens, les citoyens librement s'exprimer, c'est-à-dire qu'aller aux élections ou ne pas aller aux élections, et même l'abstention est un mode d'expression en politique. Et ça ne sert à rien de terroriser les gens parce qu'ils ont fait le choix d'aller voter, parce que le taux d'abstention, l'abstention est également un mode d'expression. Qu'on laisse les gens s'abstenir librement sans forcément les obliger à le faire, que ce soit un choix qui vienne d'eux-mêmes. Pour ça, rapidement, en quelques secondes, on sort de l'émission. Élection aura bel et bien lieu, c'est ça? Avec le déploiement des forces des gendarmes. Je ne peux pas présumer de ce qui va se passer demain, mais tel que le discours officiel est orienté, on est enclin, on a toutes raisons de penser que l'élection aura lieu, mais comme je l'ai dit, je pense qu'il est important que le Cameroun se réconcilie avec lui-même, que les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest puissent déjà à tout le moins retourner dans leur domicile et s'y sentir chez eux et en paix. À ce moment-là, on pourra leur demander de choisir qui ils veulent comme représentants. Je pense que c'est une bonne attitude. Cela nous épargne un certain nombre de tragédies encore. Ok, merci pour ces venants d'être passés. Merci Serge Gauthier Onanina. Je vous en prie. Merci Guy Fongan. Merci. Voilà, merci Jasper G. Thank you. Thank you for coming once again. Ok, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Merci à vous également à la maison de nous avoir une fois de plus accordé de votre précieux temps. Bonsoir, au vin.